bienvenue dans le Culture Mag, votre journal des arts et des spectacles avec aujourd'hui au sommaire, l'anatomie d'un phénomène. Pourquoi la Reine des Neiges cartonne-t-il autant? Qu'est-ce qui se cache derrière les multiples traductions de la chanson? Des générations de filles ont grandi avec Cendrillon, Blanche-Neige, Réponse ou Pocahontas, mais ce sont toutes les petites filles de la planète qui vivent désormais avec la Reine des Neiges. Dans un autre registre, nous nous intéresserons à l'un des plus grands mouvements de peinture israélien, le mouvement des Nouveaux Horizons. À l'occasion de la sortie d'un livre monumental paru aux éditions Modane, nous recevrons d'ailleurs son auteur, le professeur Gila Balas. Et puis musique avec James Blunt. L'enfant chéri de la pop anglaise entame une série de concerts. Prochain arrêt, Tel Aviv, comme le dit le titre de son tube, ça va être Very Beautiful. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Même si vous n'avez pas de filles ou de petites filles, le phénomène n'a pas pu vous échapper. La Reine des Neiges, qui est sortie il y a 2 ans, continue de caracoler en tête chez Disney. Le 127e film des studios américains a rapporté près d'1,5 milliard de recettes. Une suite d'ailleurs à ce succès planétaire est déjà sur les rangs. Et les premières images de la Reine des Neiges 2 sortent déjà sur les réseaux sociaux. Mais revenons au numéro 1. Pourquoi un tel succès? Sandy Fortis a écouté et réécouté le tube pour en percer le mystère. Plus d'1 an après la sortie du film, pourquoi nos enfants fredonnent-ils toujours cette chanson? Une chanson qui a plu dans près de 30 langues différentes. Cendrillon, Blanche-Neige, on a tous grandi avec une princesse Disney, mais celle-ci les détrône toutes. La Reine des Neiges est le plus gros carton de Disney. Le film d'animation a d'ailleurs dopé les bénéfices de la compagnie américaine, plus 19% par rapport à l'année dernière. Et alors que le film est sorti fin 2013, les produits dérivés, poupées, costumes et autres jouets, se sont encore vendus comme des petits pains pendant les fêtes de fin d'année 2014. Même l'application smartphone dérivée est un succès. La Reine des Neiges Freefall, jeu qui ressemble à Candy Crush, est régulièrement dans le top 30 des jeux les plus téléchargés sur iOS et Android. Selon le site Think Gaming, il générerait plus de 33 000 € par jour, rien qu'aux États-Unis, sur iPhone et iPad. Forte de cette popularité, Elsa fait son entrée dans la série américaine Once Upon a Time, faite de personnages de Disney. La Reine des Neiges et sa jeune sœur feront partie des personnages principaux de la saison 4, alors que d'autres princesses, nées bien avant elle, n'y ont pas encore fait la moindre apparition. Avec 2 Oscars et 1,72 milliard de dollars engrangés, La Reine des Neiges de Disney est devenue le plus grand succès de l'histoire du dessin animé. C'est trop pour moi. Et Disney compte continuer d'en profiter. La comédie musicale inspirée du film a déjà été annoncée. Quant à une éventuelle suite du dessin animé, elle aurait déjà été envisagée. En attendant, Anna, Elsa, Christophe et Olaf seront de retour en mars dans un court-métrage intitulé « Une fête givrée ». On ne risque donc pas de se libérer de cet air qui nous trotte dans la tête depuis plus d'1 an. Le froid est pour moi le prix de la liberté. On va passer à la peinture maintenant avec nous sur le plateau le professeur Gila Balas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, professeur. Vous publiez ce mois-ci une Bible, une somme consacrée à un mouvement israélien. New Horizons, c'est en anglais et en hébreu aux éditions Modane. Les Nouveaux Horizons, c'est une école de peinture israélienne. De quand date-t-elle? C'est pas exactement une école, c'est un groupe qui a peut-être créé une école, et c'est l'école abstraite. Même si dès le début, leur peinture n'était pas vraiment abstraite, mais c'était l'esprit, c'était le but de ces groupes. De ce rassemblement. Oui. Professeur Gila Balas, j'aime bien dire professeur Gila Balas, j'ai l'impression d'être à l'école. Quelles sont les figures majeures de ce mouvement, les Nouveaux Horizons? Qui sont les stars, on va dire? Oui, les 2 grandes stars du groupe sont Marcel Janco, qui est mondialement connu comme un des fondateurs du mouvement Dada, et qui est venu en Israël en 1942. Et l'autre, c'est Yosef Zaritsky, qui est né en Ukraine et qui est arrivé en Israël
dans le temps, ce n'était pas Israël encore, en 1923. Alors, justement, ces artistes qui sont venus, pour la plupart, donc de l'étranger, est-ce qu'ils ont apporté avec eux leur héritage artistique ou au contraire, le mouvement qu'ils ont créé, c'était une réaction à cet état en devenir, naissant ? Je crois qu'ils ont apporté avec beaucoup d'éléments. D'abord, Yanko, c'est Dada. Et ça veut dire beaucoup sur son style d'un côté, mais qui est devenu plus expressionniste plus tard. Et Yanko, c'est un lien avec l'avant-garde européenne des années de la Première Guerre, et plus après aussi. Et Zaritsky, d'autre part, il vient, comme je dis, d'Ukraine. Il a fait ses études à Kiev. Il est imprimé par certains peintres importants comme Vorobel, par exemple, en Russie, mais il amène avec lui surtout la tradition de la peinture française qui a été très connue à l'époque, en Russie, à Kiev, à Odessa, il y avait des expositions de peinture française moderne, la plus moderne du temps. C'est ça qu'ils ont apporté. Oui. Professeur Guila-Balas, comment ont été accueillis ces artistes qui arrivaient donc dans le pays? Comment leurs envies artistiques ont-elles été perçues ici? Comment ont-ils été accueillis? Est-ce qu'ils ont été rejetés ou au contraire, est-ce qu'ils ont été tout de suite intégrés? Oui, il était très intégré. Zaritsky, bien sûr, dans les années 20, il était déjà très apprécié. Et, on a dit de lui qu'il était un peintre de peintres pour sa sensibilité artistique, peinturale. Et Yanko, au contraire, il était reçu à bras ouverts avec toute son histoire, etc. Ah. Non, bien qu'ils sont très, très différents l'un de l'autre. Non, je vous posais cette question parce que j'imagine que l'arrivée comme ça d'artistes venus d'ailleurs, ça peut déranger l'establishment, une école israélienne, israélienne, et puis peut-être aussi une façon de peindre à l'époque, peut-être plus judaïque, peut-être plus... Ah oui, écoutez, dans les années 20, il y avait d'un côté, il n'y avait pas de tradition artistique au pays. Oui, parce que tout était nouveau. Alors, il y avait l'école Bezalel, qui était une école, je dirais même pas traditionnelle, mais très liée à la tradition, à l'histoire juive, au sujet traditionnel, etc. Judaïka, on va dire. Judaïka. Un art judaïka, voilà. Oui. Et donc arrive cette... Mais du point de vue de l'art mondial, ou bien européen, il était très imprimé par l'art nouveau de l'époque. Et on enseignait surtout les arts populaires. Bien sûr. Professeur Guila-Balas, alors pourquoi vous avez eu envie de faire ce livre? Est-ce que ça manquait au patrimoine israélien? Est-ce que ces artistes sont aimés encore? Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, suivis par le jeune public? Parce que maintenant, quand on parle de l'art en Israël, on parle de l'art moderne et du design. Est-ce qu'ils sont cotés, oubliés? Et est-ce que c'est pour ça que vous... Non, pas du tout. Au contraire, lorsque j'écris ce livre pour la première fois, ils étaient un groupe éminent, un groupe important, très reconnu, très dans le consensus artistique. Ce sont des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'écrire sur eux, bien sûr. Oui. Et ils sont cotés, ces artistes? Oui, forcément. Oui, ils étaient cotés, oui. Ils étaient aussi attaqués, d'autre part. Non, coté, c'est le prix. Le prix. Ah, coté. Ah, bon. Coté. Je m'excuse. Non, c'est moi. Oui. Ils sont cotés jusqu'à aujourd'hui, oui. Ils sont très cotés. Merci beaucoup. C'est un livre formidable. Alors, il est en anglais, en hébreu, donc voilà. Mais on y apprend beaucoup de choses. Voilà, les nouveaux horizons du professeur Guila-Balas. Vous enseignez à l'université de Tel Aviv. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et de nous avoir apporté un peu de vos lumières. Merci. Merci à vous.
Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. À suivre, un focus sur un artiste iranien qui est bloqué dans son pays parce qu'il a mis des femmes dans son dernier clip. Mais pour l'heure, une idée de sortie, c'est le highlight du jour. Il est choisi par Sandy Fortis. James Blunt à Tel Aviv. Pour la première fois, le chanteur britannique se produira en concert en Israël. Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée mondiale pour promouvoir son dernier album Moon Landing. You're beautiful. You're beautiful. Depuis le grand succès de sa chanson You're Beautiful en 2004, l'artiste de 39 ans s'est bâti une solide carrière. Nombre de ses titres sont devenus des hits et il enchaîne les tournées. L'ancien militaire n'a par ailleurs pas sa langue dans sa poche. Il a récemment fait parler de lui pour avoir répondu aux attaques de Chris Bryant du parti travailliste britannique qu'il avait accusé d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Après Tel Aviv, James Blunt prendra entre autres la direction de Johannesburg, Dubaï et Sao Paulo. Séduisant James Blunt qui circule librement. C'est une transition facile, mais de circonstance. Bonjour Myri Maman. Bonjour. Parce que vous vous êtes intéressée cette semaine à un artiste, un musicien iranien qui ne peut pas sortir de son pays. Oui, c'est Majid Derashkani. Alors, on va voir tout de suite pourquoi il ne peut pas quitter le territoire iranien. Il dirige un groupe musical connu sous le nom de Ma ou Ma Banu. Et il a souvent fait l'objet de pression de la part des autorités sécuritaires du régime des Mollahs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que des femmes chantent dans ce groupe. Et je vous propose tout de suite de regarder un extrait de leur dernier clip. On ne peut pas dire qu'elles soient très impudiques, ces femmes. Non, mais bon, voilà, on voit leurs cheveux, on voit un petit peu de leurs cheveux. Et puis, vous savez, dans la loi iranienne, les femmes n'ont pas le droit de chanter, de danser, de se donner en spectacle. En fait, que ce soit devant des hommes en particulier. Et si c'est un spectacle, bah forcément, il y a un public masculin et féminin. Ça ne peut pas être mixte. Et là, elle chante avec un homme en l'occurrence. Alors, dimanche, Derashkani veut se rendre à Dubaï. Donc, il se rend à l'aéroport. Et là, eh bien, on lui confisque le passeport, tout simplement. Et on lui dit, vous n'avez pas le droit de quitter le territoire iranien, sans lui donner plus d'explications. Lui comprend très très vite qu'en fait c'est en raison justement de la participation dans son groupe de jeunes femmes, parce que ça fait des semaines qu'il est harcelé par la police iranienne qui l'a déjà interpellé à plusieurs reprises en lui demandant de ne pas chanter avec ces femmes. Il a beaucoup de succès en Iran et ça explique aussi pourquoi ça embête les autorités iraniennes. Majid Derashkani explique que ces dernières semaines il est donc harcelé quasiment, et il faut savoir que publiquement, il condamne cette interdiction des femmes de chanter. Il dit que c'est une grosse perte pour la culture iranienne et que la culture iranienne perd des talents musicaux des femmes. Je ne vais pas le contredire, évidemment. Et son dossier d'accusation sera prochainement examiné par le tribunal iranien. Et là, j'imagine que ce n'est pas la première fois que ça se passe en Iran ? Non, ce n'est pas la première fois puisque cette loi existe et que certains tentent de braver cette loi. Mi-janvier, il n'y a pas très longtemps, à Téhéran, un concert azerbaïdjanais a failli être annulé en cause la présence d'une femme sur la scène. C'est Fourgana Kazimov. Elle chante en duo avec son mari. Eh bien, les autorités ont voulu l'interdire. Finalement, le service de sécurité a permis à l'événement de se produire à condition que cette femme ne monte pas sur scène. Et tout de suite, on va regarder un extrait justement de ce duo. Invraisemblable.
Ah, vous voyez, là, on voit même pas ses cheveux. Donc voilà, finalement, le concert a bien lieu, mais le chef d'orchestre a lui dit « Nulle part dans le monde, on ne traite, je le cite, les femmes artistes de cette façon ». Et puis, le régime iranien n'était pas à sa première tentative, puisque il y a un an, en octobre 2014, un autre concert avait lui été complètement interdit en cause d'un groupe de femmes qui devaient monter sur scène et chanter ensemble, jouer de la musique face à un public qui était mixte, parce qu'elle, c'est un groupe uniquement de femmes. Eh bien, il a été interdit de spectacle, tout simplement. Merci Myri Maman, c'est toujours un peu affligeant ce genre d'informations. C'est triste parce que c'est une très belle musique. Oui, c'est des humains, ça s'appelle. Voilà. Merci beaucoup Myri Maman. On va se retrouver demain à la même heure. Nous, on va se quitter avec Majin Darashkani. Voilà, on va repasser ces images. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci.